commencé à écrire ce livre peu après la fin de ma présidence. Michel et moi étions montés à bord d'Air Force One pour la dernière fois et avons mis le cap à l'ouest pour prendre des vacances longtemps reportées. L'humeur dans l'avion était douce, amère. Nous étions l'un et l'autre épuisés physiquement et mentalement. Pas seulement par le labeur des 8 années écoulées, mais aussi par l'issue inattendue d'une élection qui avait vu quelqu'un de diamétralement opposé à tout ce que nous défendions. Choisi pour me succéder toutefois, ayant assuré notre part de la course jusqu'au bout, nous éprouvions une certaine satisfaction, à savoir que nous avions fait de notre mieux, et en dépit de tout ce que je n'avais pu accomplir en tant que président, même si je n'avais pu mener à bien tout ce que j'avais espéré, le pays était à présent en meilleure voie que lorsque j'avais pris mes fonctions. Pendant un mois, Michel et moi avons fait de la grasse matinée, dîner en prenant notre temps, effectué de longues promenades, nager dans l'océan, fait le bilan ravivé, notre complicité, redécouvert notre amour et envisagé un deuxième acte moins tumultueux, mais espérons-nous pas moins épanouissant. Et quand j'ai été prêt à me remettre au travail, à m'asseoir à ma table avec un stylo et un carnet, j'aime encore écrire à la main. Je trouve que l'ordinateur confère même à mes premiers brouillons un lustre trop brillant et par la cité inaboutie d'une netteté factice. J'avais en tête les grandes lignes du livre. Je me souhaitais d'abord et avant tout rendre compte avec honnêteté des années de ma présidence, pas seulement évoquer des événements historiques qui avaient jalonné mes 2 mandats et des personnalités importantes que j'avais côtoyées, mais également raconter certains fonds contraires politiques, économiques et culturels qui avaient défini les défis à relever par mon gouvernement, les choix que moi-même et mon équipe avions fait en conséquence. Je voulais autant que possible ouvrir au lecteur d'une idée de ce que c'est qu'être président des États-Unis. Je voulais lever un coin du voile et rappeler aux gens que, au-delà du pouvoir et du vaste, il ne s'agit que d'un travail, que notre gouvernement fédéral n'est qu'une entreprise humaine comme n'importe quelle autre, et que les hommes et les femmes employés à la Maison Blanche connaissent le même mélange quotidien de satisfaction, de déception, de tension au bureau, de bourde, de menus triompheux que le reste de leurs concitoyens. Je voulais en définitive raconter une histoire plus personnelle, susceptible d'inspirer les jeunes gens envisageant une carrière dans la fonction publique. Comment mon parcours politique avait réellement démarré, alors que je cherchais une place qui me conviendrait, un moyen d'expliquer les différentes branches enchevêtrées de mon héritage, et comment ce fut seulement en arrimant mon chariot à quelque chose de plus ample que moi que j'avais finalement été en mesure de me trouver une
les archives officielles sur mes 8 ans passés à la Maison Blanche. Au-delà de la difficulté à coucher les mots sur la page, je n'avais pas anticipé la tournure que prendraient les événements au cours des 3 ans et demi après ce dernier vol sur Air Force One. Au moment où j'écris ces lignes, le pays est confronté à une pandémie mondiale et la crise économique qui s'ensuit. Plus de 178 000 Américains ont déjà péri. Nombre d'entreprises ont dû mettre la clé sous la porte, et des millions d'Américains sont au chômage. Dans le pays, des personnes de tous horizons ont envahi les rues pour dénoncer les actes de policiers ayant entraîné la mort de femmes et d'hommes noirs qui n'étaient pas armés. Le plus troublant est que notre démocratie semble vaciller, être à la lisière d'une crise qui s'enracine dans la lutte entre deux visions fondamentalement opposées de ce qui et devait être l'Amérique, une crise qui laisse le corps politique divisé, furieux et méfiant, et a permis une violation des normes institutionnelles, des garde-fous réglementaires et une rupture de l'adhésion à la réalité factuelle que républicains et démocrates considéraient jadis comme allant de soi. Cette lutte n'est pas nouvelle, bien sûr, à bien des égards. Elle est constitutive de l'expérience américaine. Elle est inscrite dans les documents fondateurs qui, tout en proclamant l'égalité de tous les hommes, pouvaient considérer qu'un esclave ne comptait que pour 3/5 d'un homme libre. Elle trouve son expression dans les premiers verdicts de nos tribunaux, comme lorsque le président de la Cour suprême explique 100 pages à des Amérindiens que les droits de leur tribu à transmettre des terres ne sont pas applicables, car les tribunaux du conquérant ne sont pas habilités à reconnaître les revendications légitimes des vaincus. C'est une lutte qui fut livrée sur le champ de bataille à Gettysburg et à Appomattox, mais aussi dans les enceintes du Congrès, sur un pont à Selma, dans les vignobles de Californie et les rues de New York, une lutte à laquelle se sont livrés des soldats, mais plus souvent des militants syndicaux, des participants du droit de vote pour les femmes, des porteurs Pullman, des leaders étudiants, des vagues, des migrants, des activistes LGBTQ, seulement armés de pancartes, de tracts et d'une paire de chaussures de marche. Au cœur de cette bataille qui dure depuis si longtemps se pose une question simple. Nous soucions-nous de faire coïncider la réalité de l'Amérique avec ses idéaux? Si tel est le cas, croyons-nous vraiment que nos principes, autodétermination, liberté individuelle, égalité des chances, égalité devant la loi, s'appliquent à tout un chacun, ou bien tenons-nous en pratique, si ce n'est en théorie, à réserver ces grandes idées à quelques privilégiés? Je sais que certains croient qu'il est temps de tirer un trait sur le mythe qu'un examen de base des États-Unis, voire un bref coup d'œil au gros titre des journaux, montre que la conquête et l'assujettissement, tout comme un système de caste raciale, d'un capitalisme rapace, ont toujours primé sur les idéaux de cette nation. Que prétendre le contraire, c'est se rendre complice d'un jeu truqué dès le départ. Et je dois avouer que par moments, au cours de l'écriture, alors que je réfléchissais à mes présidences et à tout ce qui s'est passé depuis, je me suis demandé si je n'étais pas trop mesuré lorsqu'il s'agissait de dire la vérité telle que je la voyais, trop prudent à la fois en parole et en acte, dont j'étais convaincu qu'on appelait à ce que Lincoln nomme la partange en nous augmenter mes chances de nous conduire vers l'Amérique qu'on nous avait promise. Je ignore ce que je peux dire avec certitude, c'est que je ne suis pas prêt à renoncer à la possibilité de l'Amérique, pas seulement au nom des générations futures d'Américains, mais pour l'humanité dans son ensemble, car je suis persuadé que la pandémie que nous traversons actuellement est à la fois une manifestation, une simple interruption de la marche inexorable vers un monde interconnecté, un monde où les peuples et les cultures ne pourront s'empêcher de s'entrechoquer. Dans ce monde-là, un monde de chaînes logistiques mondiales, de transferts instantanés, de capitaux, de réseaux sociaux, de changements climatiques, de filières terroristes transnationales, de complexité
ce qu'il y a de meilleur en nous. Août 2020. Donc voilà, ça c'était l'introduction du livre Une terre promise de Barack Obama. Alors, c'est ma première vidéo ASMR. Alors, j'ai l'impression d'avoir un petit peu galéré à lire, etc. C'est assez fatigant de lire, etc. Mais j'espère que ça vous a quand même plu. Et voilà, je sais pas si je ferai